Merci beaucoup. Bon, c'est pas de ma faute si on a mangé la pause, hein. Ah non, 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 mais tu vois, les gens n'ont même pas voulu attendre 10 minutes quoi, pour avoir Vincent Cotin. Bon, alors c'est toujours impressionnant de parler au GFEV, mais effectivement, on a une expérience complémentaire, je pense, en pneumologie. Et j'ai trouvé le titre un petit peu surprenant pour un cours, puisqu'aujourd'hui, normalement, c'est une session de formation. C'est presque une introduction en fait, à un groupe de réflexion ou à des travaux futurs. Donc j'espère que peut-être ça fera des ouvertures. Donc c'est plus des questions ouvertes que vraiment des réponses que je vous propose de discuter aujourd'hui. Voilà mes liens d'intérêt. Une petite introduction, même si tout le monde connaît la GEPA, pour rappeler que c'est une maladie à plusieurs facettes. Monsieur Guivin, qui est parti, je crois, l'a présenté plusieurs fois tout à l'heure. Pour le pneumologue, la GEPA, et pour vous aussi, c'est vraiment une maladie où il y a un asthme, une éosinophilie et une atteinte systémique. Et cette atteinte systémique peut être variée. Et c'est de cette présentation un petit peu multiforme que découle une certaine difficulté à définir ce qu'est la rémission, ou en tout cas avoir une définition uniforme pour la définition de la rémission ou de la rechute. Et la GEPA est en fait au centre d'un groupe de pathologies avec les maladies, les manifestations systémiques, les atteintes respiratoires avec l'asthme ou le trouble ventilatoire obstructif, et puis les atteintes parenchymateuses et eosinophiliques. Donc ça, c'est évidemment le point de vue pneumologique où on a le respiratoire, y compris, et qui sépare le parenchymateux pulmonaire et les voies aériennes. Mais on a donc plusieurs composantes qui vont se retrouver après quand on essaie de définir ce que c'est que la rémission et donc la rechute. Et je ne parlerai pas du tout de traitement puisque Camille va en parler. Alors, M. Guivin a non seulement présenté, mais été à l'origine de l'une des grandes études qui a démontré les phénotypes dans le GPA. Donc, je ne vais pas détailler ça, mais simplement, je présente ça pour montrer qu'en plus, la présence d'ANCA ou non, les ANCA sont présents dans 30 à 40% des GEPA, amène également un degré de complexité ou en tout cas d'hétérogénéité dans la présentation de la maladie, et peut-être dans la façon dont il faut qu'on aborde, savoir si la maladie est tout à fait en rémission ou non. Et d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, à ma connaissance, ça n'est pas du tout inclus pour l'instant dans des critères de rémission, même si on préfère quand même avoir une GPA dont les anti-MPO se sont négativés qu'une maladie dont les anti-MPO resteraient à un titre très, très élevé. Pour l'instant, ça n'apparaît pas du tout dans des critères. Et puis, au sein des atteintes systémiques, il y a aussi une hétérogénéité. Et M. Guivin a présenté tout à l'heure une figure qui était différente de celle-ci, mais qui montrait un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'en fonction des atteintes d'organes, certaines sont très liées à la présence des ANCA dans la GEPA, comme les atteintes rénales ou les atteintes périphériques, les atteintes neurologiques périphériques, et d'autres ne sont pas liées du tout, voire inversement liées, comme les atteintes cardiaques, qui sont plus fréquentes chez les patients qui n'ont pas d'ANCA. Et je présente ça finalement sous une autre présentation graphique. Pour le pneumologue, en général, on voit ces patients d'abord avec l'asthme hyperéosinophilique ou éosinophilique. On détecte d'abord une éosinophilie. Si le patient est suivi, qu'il n'a en tout cas pas un traitement anti-IL5, on voit souvent monter l'éosinophilie qui apparaît à des niveaux nettement plus élevés, puis la possibilité d'avoir des atteintes systémiques. Et je reviendrai sur un travail collaboratif fait il y a quelques années qui avait essayé de démembrer si ces atteintes systémiques étaient de valeur ou avaient un rôle pronostique différent en fonction de si c'était de la vascularite pure et dure, c'est-à-dire de l'hémorragie alvéolaire, une atteinte rénale, un purpura leucocytoclasique ou une vascularite démontrée histologiquement ou pas. Et puis il y a un recouvrement avec les ANCA. On a des patients qui ont un asthme éosinophilique et des ANCA et pas d'atteinte systémique. Et on a des patients qui ont une GEPA avec une atteinte vascularitique absolument formelle et qui pourtant n'ont pas d'ANCA. Donc les ANCA, certes, sont associés à certaines atteintes d'organes, mais en fait ne suffisent pas pour démembrer des sous-groupes vraiment exclusifs les uns des autres.
Alors, pour finir avec ce petit panorama de rappel des atteintes symptomatiques dans la GEPA, même au sein des atteintes respiratoires, il y a une hétérogénéité. Certains patients ont une atteinte principalement sur les voies aériennes, et on sait que l'asthme est quasiment constant dans cette maladie. Il est vite sévère, rapidement corticodépendant. Habituellement, il précède de quelques années la vascularite. Mais il peut être remplacé par un trouble ventilatoire obstructif qui est souvent sous-estimé pour les patients qui ne sont pas vus en pneumologie parce que les patients ont moins souvent des spirométries ou des explorations fonctionnelles, mais qui est extrêmement fréquent et qui est une partie importante de la morbidité à long terme de cette maladie. Certains patients ont une atteinte qui est typiquement bronchiolaire, en tout cas à l'imagerie, qui peut s'associer à un trouble obstructif bien sûr. D'autres ont quelques opacités radiologiques fugaces et d'autres ont une authentique pneumopathie à eosinophile. Et puis bien sûr, on peut avoir plusieurs de ces aspects, un asthme, une eosinophilie et une pneumopathie à eosinophile. Mais même dans l'atteinte respiratoire, et ici je n'ai pas mis l'atteinte ORL, on a une hétérogénéité. Voilà, par exemple, deux patients différents qui ont tous les deux une atteinte, on va dire, bronchopulmonaire, à gauche avec une superbe pneumopathie eosinophile où on aurait plus de 80% d'éosinophiles dans un lavage alvéolaire sous forme de condensation alvéolaire au scanner. Et puis à droite, un patient qui a une présentation beaucoup plus bronchiolaire avec au scanner thoracique avant traitement des images micronodulaires, des images branchées, donc des signes directs de bronchiolite et le même lavage broncho-alvéolaire avec énormément d'éosinophiles au lavage alvéolaire. Et si on faisait des histologies, qu'on ne fait pas, on aurait une confirmation d'un côté une pneumonie riche en éosinophiles, de l'autre côté une bronchiolite riche en éosinophiles. Alors pour essayer de répondre à la question, quelle est la définition de la rémission, quelle est la définition de la rechute, j'ai regardé un certain nombre de recommandations. Alors je réalise que je n'ai pas vu toutes les recommandations qui ont été listées ce matin là, dans le papier de Nature Review et de toutes les revues qui existent sur les vascularites. Mais avant même de les lire, je me suis dit, est-ce qu'on baserait la définition de la rémission sur seulement les atteintes systémiques, ou est-ce qu'il faut inclure l'asthme, ou est-ce qu'il faut inclure l'éosinophilie, ou peut-être aussi le trouble ventilatoire obstructif? Et finalement, la réponse n'est pas si claire que ça, et ça dépend un petit peu de ce qu'on lit. La réponse n'est pas toujours exactement la même. Alors, je ne vais pas remonter plus loin que le document de Lelard de 2009, qui est souvent cité comme définissant la rémission comme un contrôle des manifestations systémiques avec une dose d'équivalent prednisone qui ne dépasse pas 7,5. Mais en fait, en relisant l'article en question, je ne trouve pas que la définition soit si claire dans ce document. Donc il y a peut-être d'autres documents qui existent. En tout cas, c'est sur cette base que certains essais ont défini la rémission. Donc une posologie qui ne dépasse pas 7,5. Donc c'est une première définition qui inclut à la fois le contrôle des symptômes et une posologie ou une pression thérapeutique, en l'occurrence les corticoïdes. Et vous allez voir que toutes les définitions n'incluent pas la pression thérapeutique dans la définition du contrôle de la maladie. Le deuxième document que je cite, c'est un groupe de travail qui avait été coordonné par Loïc Guivin, qui incluait quand même un grand nombre de personnes connaissant particulièrement bien ces maladies. J'en ai extrait, alors c'est un document où le texte est assez détaillé, c'est Mathieu Gros qui l'a écrit, et je trouve que c'est assez riche pour la discussion sur la rémission et les rechutes. Alors d'abord sur la rémission. Il est écrit dans ce document que ce groupe de travail considère que les manifestations ORL ou l'asthme ne reflètent pas forcément l'activité de la vascularite. Et on le sait, il y a des patients qui peuvent avoir une vascularite active et un asthme bien contrôlé, ou inversement. Que les corticoïdes et les immunosuppresseurs peuvent contrôler les atteintes systémiques, mais pas nécessairement toujours l'asthme ou les atteintes ORL. Et donc il faut suivre ces atteintes de façon séparée. Ça paraît assez évident, mais en fait quand on dit contrôle de la maladie, souvent on entend contrôle des maladies systémiques et on sous-estime souvent, il me semble, le contrôle de l'atteinte respiratoire. En tout cas peut-être jusqu'à une époque récente,
avec maintenant plus de traitements qui ont sans doute attiré plus l'attention sur l'atteinte respiratoire. Et la définition de la GEPA excluait le contrôle de l'asthme ou des atteintes ORL dans ce document. Et par contre, en ce qui concerne les éosinophiles, le panel ne s'était pas mis d'accord pour dire est-ce qu'il fallait que les éosinophiles soient bas ou pas et à quel taux. Et ce que le document proposait comme définition de la GEPA, c'est assez drôle. La définition idéale, ce serait l'absence de toute manifestation clinique ou biologique chez un patient qui ne reçoit plus de corticoïdes ni d'immunosuppresseurs. Mais comme c'est assez rare, que c'est qu'une minorité des cohortes et que ce n'est pas très réaliste d'utiliser ça en pratique, on va plutôt proposer une définition de la rémission qui soit l'absence de manifestations cliniques systémiques, et donc en excluant dans cette définition l'asthme ou les atteintes ORL. Donc, une proposition de définition qui est finalement différente de celle de Lelard que j'ai montrée juste avant. Et ça, c'est la discussion pour ce qui concerne les rechutes. Donc, c'est évidemment assez proche, hein, c'est un petit peu l'inverse du contrôle. Mais pour les rechutes, le texte explique que les exacerbations d'asthme ou les rechutes de manifestations ORL sont fréquentes, elles sont multifactorielles. On peut avoir une exacerbation d'asthme avec une cause identifiée comme une infection ORL qui n'est pas nécessairement associée à une évolution de la GEPA, que les exacerbations d'asthme ou de sinusite avec ou sans éosinophilie ne sont pas toujours des rechutes de la maladie. Et donc, il faut à nouveau suivre ou surveiller ces atteintes de façon séparée par rapport aux atteintes systémiques. Et un petit peu la même chose pour l'éosinophilie. L'éosinophilie varie en fonction de la posologie des corticoïdes. Une éosinophilie qui remonte n'est pas toujours une preuve qu'il y a une rechute de la GEPA. Et on peut avoir une éosinophilie qui soit limitée à un organe et donc une activité de la maladie sans qu'il y ait toujours une éosinophilie périphérique. C'est peut-être un tout petit peu excessif dans la formulation, mais clairement dans ce document, l'accent a été mis pour séparer les atteintes systémiques, l'éosinophilie et les atteintes ORL ou respiratoires. Et donc ce que ce document propose pour définir la rechute de la GEPA, c'est l'apparition ou la réapparition de manifestations de la maladie en excluant les atteintes asthmatiques ORL qui nécessitent l'addition, la modification du traitement ou la reprise d'un traitement corticoïde ou immunosuppresseur. Et puis il y a une petite phrase, disons, on aimerait bien faire mieux, mais on n'est pas arrivé à trouver une meilleure définition de la rechute de la GEPA. Bon, et puis les deux derniers documents, ça va aller beaucoup plus vite. C'est celui de l'ACR 2021 qui définit la rémission comme l'absence de signes ou de symptômes attribuables à la vascularite à ANCA, qu'il y ait ou non un traitement immunosuppresseur. Donc on revient un petit peu en arrière par rapport au document que je montrais. Et pour la rechute, c'est la réapparition d'une maladie active après une période de rémission. Et pour le LAR, ce sont les mêmes définitions avec des mots légèrement différents. Donc la rémission ici, c'est avec ou sans traitement. Il n'y a pas de manifestation clinique. Donc ça ne tient pas compte de la pression thérapeutique. Alors quelques exemples. Quelles sont les définitions qui sont utilisées dans les études observationnelles? Alors une première, par exemple, qui s'est intéressée aux rechutes. Ici, les rechutes en fonction du taux de l'éosinophilie initiale. Bon, il n'y a pas de différence entre les groupes, mais ici, les auteurs ont inclus les exacerbations d'asthme. Donc, il est probable que chez les patients qui avaient de fortes éosinophilies, on ait des rechutes qui soient plus souvent des rechutes sous forme d'asthme, et peut-être l'inverse chez les patients qui avaient moins d'éosinophilie. En tout cas, on ne sait pas. Donc le message, c'est peut-être pour de futures études de ce style, il faudrait absolument faire la différence entre le type de rechutes qui sont observées. Ici, une autre étude observationnelle. Ici, les auteurs ont choisi de ne pas inclure les exacerbations d'asthme, ce qui est probablement plus rigoureux. C'est des rhumatologues japonais. Mais donc, on a une très bonne description du taux de survenue des récidives de la maladie systémique. Par contre, on n'a aucune information sur ce qui est de la réapparition de manifestations respiratoires. Donc, c'est un petit peu l'inverse.
Dans le travail collaboratif réalisé il y a déjà plusieurs années, un des derniers travaux du GERMOP, avant que ça devienne Orphalingue, on avait étudié 157 cas de GEPA, dont à peu près 35% avaient des encas. Et là, on a fait une différence entre la rechute de la maladie systémique et l'exacerbation de l'asthme ou la réapparition de manifestations respiratoires. Alors, je vous montre les taux. Il y avait dans ce travail 50% des patients qui ont présenté une rechute. Dans 71% des cas, il y avait une réascension des éosinophiles. Et les 2/3 de ces réapparitions de manifestations cliniques étaient des réapparitions de manifestations respiratoires. 1/3 étaient des rechutes de la maladie systémique. Bon, mais c'est une cohorte qui est principalement alimentée par c'était une cohorte principalement alimentée par des pneumologues. Donc ça a pu évidemment biaiser le recrutement. Mais il n'empêche que c'est un des travaux, ils ne sont pas si nombreux, qui fait clairement la différence entre les rechutes systémiques et les rechutes respiratoires. Et puis dans la suite de ce travail, je reviens à ce à quoi je faisais allusion tout à l'heure. On avait regardé si des atteintes vascularitiques plus typiquement vascularitiques, comme l'hémorragie alvéolaire, même si elle est rare, ou un purpura vasculaire, ou des atteintes rénales franchement vascularitiques, étaient plus associées à une évolution, étaient associées à une évolution différente, et notamment à plus de rechutes vasculariques. Donc quand on regarde, il y avait, donc je l'ai dit, 50% de patients qui ont fait des rechutes après une moyenne de 5 ans et demi. Et si on fait la comparaison entre les patients qui avaient ce qu'on avait appelé à l'époque une vraie polyangéite ou non, à la colonne de droite, il n'y a aucune différence dans la fréquence des rechutes ni dans le délai des rechutes. Donc finalement, d'avoir au diagnostic une hémorragie alvéolaire dans la GEPA, en tout cas dans cette série, ça ne modifiait pas les modalités de la rechute. Donc il y avait bien, dans 2/3 des cas, surtout des rechutes de symptômes respiratoires. Et puis, est-ce que ça modifiait le type de rechute? Alors d'abord, on peut regarder à gauche les patients. Donc ça, c'est la rechute de manifestation, quelle qu'elle soit. On est ici sur une échelle de 10 ans. Vous voyez qu'à 10 ans, 60% à peu près ont présenté une poussée soit systémique, soit une exacerbation sévère de leur asthme justifiant une hospitalisation. On voit sur la courbe générale qu'on a quand même moins de rechutes systémiques que de rechutes d'exacerbation d'asthme, et que par contre, en fonction de si les patients présentaient au diagnostic une atteinte vraiment polyangéitique ou non, il y a assez peu de différence sur les modalités de la rechute. Une petite tendance quand même pour un petit peu plus de rechute avec des atteintes systémiques chez les patients qui avaient au début un tableau de polyangéite franche. Est-ce que c'est modifié par le statut des encas chez ces patients? Alors pas dans la série que je viens de présenter. Ici c'est une série de médecine interne de Cécile Audrey-Durel à Lyon, où les encas ne sont pas associés non plus à une modification de l'évolution à long terme. Mais on a une rechute qui est définie, comme vous le voyez, par la réapparition des symptômes, et on n'a pas la différence entre est-ce qu'il s'agit de symptômes respiratoires ou de symptômes systémiques, mais en tout cas aucune différence dans la GEPA ici sur la fréquence des rechutes en fonction du titre des encas. Alors qu'est-ce qu'il en est dans les essais cliniques? J'en ai sélectionné juste 2, je crois. L'exemple de l'essai Reovas. Reovas a utilisé la définition de la rémission que j'ai montrée un petit peu plus tôt de Lelard 2009. Donc les patients en rémission sont les patients qui ont un BVAS à 0 et une dose de prednisone qui ne dépasse pas 7,5 mg par jour. Et l'essai MIRA a inclus des patients qui avaient une GPA diagnostiquée depuis au moins 6 mois, réfractaires ou en rechute, qui recevaient une dose stable de prednisone ou prednisolone. Alors, ce n'est pas dit tout à fait comme ça, mais puisqu'ils recevaient plus de 7,5, on considérait qu'ils n'étaient pas en rémission. Alors, je ne vais pas trop empiéter parce que je pense que Camille va le présenter plus en détail, mais il est important de savoir que dans cet essai, 75% des patients étaient considérés en rechute
et 50% environ étaient considérés comme en rémission au moment de l'inclusion. J'ai été pêcher un petit peu dans le protocole pour voir quelles étaient précisément les définitions de la rechute. Et j'ai eu un petit peu du mal à interpréter, je pense que vous allez m'aider. Mais je trouve que ce n'est pas si clair que ça. La définition de la rémission, ça va. C'est un BVAS à 0 avec une posologie de prednisone qui ne dépasse pas 4 mg par jour. Donc c'est un seuil qui est plus bas, mais c'est très clair. Par contre, s'il y a des signes respiratoires, asthme ou manifestation ORL, si ce n'est pas suffisant pour faire monter le score de BVAS, ça n'est pas pris en compte dans la définition de la rémission. Et dans le protocole lui-même, une rechute, c'est une vascularité active ou des symptômes asthmatiques ou des symptômes ORL qui nécessitent une augmentation de la posologie des corticoïdes ou des immunosuppresseurs ou une hospitalisation. Donc là, dans la définition de la rechute, il y a bien la réapparition de symptômes respiratoires pour peu que ces symptômes respiratoires soient suffisants pour induire une modification thérapeutique. Et l'essai a vraiment analysé le temps jusqu'à la survenue d'une rechute. Et c'est là que je trouve que c'est un tout petit peu moins clair. Parce que cette rechute, c'est le temps jusqu'à un changement de BVAS ou d'asthme ou de symptômes ORL. Mais à nouveau, si ça ne modifie pas le BVAS, il est indiqué que ça ne va pas être considéré comme une rechute. Donc c'est pas tout à fait... Enfin, je souhaiterais quelque chose d'un tout petit peu plus clair pour des études ultérieures, on va dire ça comme ça. Ce qu'on oublie là-dedans, ce qui n'est pas assez, à mon avis, mis en évidence, c'est le trouble ventilatoire obstructif. Et en tant que pneumologue, on voit des patients qui ont un trouble ventilatoire obstructif persistant. Par persistant, je veux dire par là qu'ils ont un TVO à la spirométrie qui persiste même avec des bronchodilatateurs et surtout même avec une corticothérapie bien conduite au long cours. Donc ces patients ont un asthme bien traité avec une corticothérapie inhalée et ils gardent un trouble ventilatoire obstructif. Ce trouble ventilatoire obstructif peut parfois être relevé avec une corticothérapie orale assez forte de quelques jours, voire quelques semaines, mais pas toujours. Et on a des patients qui gardent un trouble ventilatoire obstructif persistant. À nouveau, avec les anti-IL-5, parfois on l'améliore, mais c'est vraiment une partie importante de leur morbidité. Un exemple, dans ce travail du VCRC, et une étude de quel est l'index de dommages liés à la vascularite à la dernière visite dans le suivi des patients. Vous voyez que ce qui est intitulé asthme chronique est de loin la manifestation qui est la plus invalidante dans ce VDI pour les patients. Et ça ne détaille pas, est-ce que ce sont des exacerbations d'asthme, est-ce que c'est un trouble ventilatoire obstructif. Très souvent, les patients ne décrivent pas de crise d'asthme, comme le ferait un asthmatique allergique, mais décrivent une dyspnée d'effort continue et ont un trouble ventilatoire obstructif persistant. Et d'ailleurs, dans le travail collaboratif des 157 patients, cette figure est un petit peu difficile à lire, mais si vous regardez ici la proportion des patients qui recevaient toujours plusieurs années, ici le moment où on fait le diagnostic et où on commence le traitement, le pointillé, ensuite un tiret par an, vous voyez que plusieurs années après le diagnostic, on a toujours plus de 80% qui reçoivent des corticoïdes dans ces GEPA suivis pour l'essentiel en pneumologie. Et 30 voire 40% d'entre eux ont toujours un trouble ventilatoire obstructif. Donc ces patients reçoivent encore des corticoïdes inhalés bien sûr, mais également oraux, et pourtant ils ont toujours un trouble ventilatoire obstructif. Et enfin une étude ici américaine, je crois, il y a au diagnostic 40% des patients qui ont un asthme non contrôlé. 3 ans plus tard, bon, une partie se sont améliorées, mais il y en a d'autres aussi qui se sont détériorées, probablement avec la diminution des corticoïdes. Et on a à peu près la même proportion de patients qui ont toujours des manifestations respiratoires importantes. Donc je montre ça, ça ne répond pas tout à fait à la question de la définition de la rémission, mais on ne peut pas tout à fait considérer, à mon sens, qu'un patient va bien avec une GEPA s'il a toujours des manifestations respiratoires et un trouble ventilatoire obstructif persistant. Il faudrait quand même intégrer ça dans la dimension de bon contrôle de la maladie.
Et pour moi, un patient GEPA qui est vraiment en rémission, c'est un patient qui, à la consultation, à la question « Comment allez-vous ?», répond « Je vais bien ». Un patient qui a un trouble ventilatoire obstructif répond rarement ça. Donc en conclusion, on a vu que c'est des définitions qui varient suivant les études. Il y a des définitions officielles, des recommandations, d'autres qui sont utilisées dans les essais thérapeutiques, d'autres encore dans les études observationnelles. En tout cas, l'interprétation de la définition de la rémission, à mon sens, doit tenir compte de la thérapeutique. Qu'on mette la thérapeutique dans la définition ou non, si on veut interpréter si la maladie est bien contrôlée, on l'interprète toujours en regard de la pression thérapeutique que le patient reçoit. Est-ce qu'il reçoit des corticoïdes oraux? Est-ce qu'il est sous anti-IL-5 par exemple? Une définition assez largement utilisée, je pense maintenant, est celle de Mira. Absence d'activité systémique pour un équivalent prednisone ne dépassant pas 4 mg par jour. C'est certainement une très bonne définition pour l'atteinte systémique, mais ça n'inclut pas la dimension respiratoire. Donc la rechute, elle est habituellement considérée comme caractérisant les manifestations systémiques en dehors de l'atteinte ORL et de l'asthme. Et je pense que c'est plus clair si on considère rechute égale rechute systémique et trouver une autre terminologie, ou rechute respiratoire par exemple, pour les exacerbations d'asthme, le trouble ventilatoire obstructif ou l'apnopathie eosinophile, même si c'est moins fréquent. En tout cas, quelle que soit la terminologie qui est utilisée, si on prend la peine de faire la différence, à mon avis, on décrit beaucoup mieux nos cohortes. Et en pratique clinique, on va beaucoup mieux décrire comment la maladie du patient est contrôlée ou non. Et donc, en pratique clinique, mon conseil est d'évaluer le contrôle d'une part de la maladie systémique, mais également de l'atteinte respiratoire, qu'elle soit plutôt asthme ou trouble obstructif fixé ou atteinte ORL, et puis de l'éosinophilie. Merci. Est-ce que vous avez des questions pour Vincent? Donc en tout cas, en attendant, c'est quand même important de les intégrer, quand même, les dimensions respiratoires et ORL. Et juste avant que tu répondes, j'ai juste un truc, il n'y a pas de bonne réponse ou de mauvaise réponse, mais comme c'est une salle d'internistes, alors bon, et que c'est nouveau tout ça pour nous, je voulais savoir combien de personnes dans la salle font, par exemple, à chaque consultation d'une GEPA, notamment les internistes, ou les rhumatologues ou les néphrologues, un test de contrôle de l'asthme, un ACT ou un ACQ6. Et combien font un SNOT22 ou un truc pour l'aspect ORL? Est-ce que tu penses qu'il faudrait les intégrer pour justement évaluer? Alors juste après moi, il y a vraiment sans spoiler, voilà, qui va parler, donc elle sera peut-être plus jusqu'au boutiste. Ouais, je crois qu'il faut l'intégrer dans notre pratique clinique. Donc si vous posez la question, si vous faites faire une spirométrie dans le suivi des patients qui ont un asthme, déjà on va énormément progresser. Donc je crois qu'il ne faut pas le scotomiser, cette atteinte, il faut vraiment l'intégrer et savoir que quand le patient a un petit peu moins besoin de l'internisme parce qu'il n'est plus en train de faire des rechutes systémiques justement et qu'on a passé la phase critique, il y a cette phase de long cours qui nous occupe finalement énormément. Ça peut être le moment que le patient voit le pneumologue parce qu'il va avoir besoin de spirométrie. Et demander s'il y a des crises d'asthme n'est pas tout à fait suffisant, surtout je trouve chez cette population de patients, parce que souvent, à nouveau, ils ont une adaptation, c'est-à-dire ils savent qu'ils sont essoufflés, ils limitent un peu leurs efforts, ils ne font pas des crises au sens d'exacerbation paroxystique, ou assez peu, mais ils sont essoufflés et quand vous faites une spirométrie, vous êtes surpris de voir qu'elle est mauvaise. Et un pneumologue m'avait dit que les sibilants, c'est nul pour dire si à l'auscultation, pour dire si un asthme est bien contrôlé ou pas. C'est un peu comme si... Enfin, s'il a plein de sibilants, c'est sûr qu'on se dit, bon, c'est pas terrible, mais c'est pas... Mieux vaut faire les scores, quoi. C'est ça, les petits tests. Les scores, c'est bien. Moi, je plaide aussi pour faire une spirométrie. La spirométrie, c'est un bon outil. C'est comme si on fait que l'auscultation cardiaque pour savoir si le patient a une cardiopathie. On sait que ça ne suffit pas. Alors moi j'ai deux questions pour Vincent. D'abord bravo pour ton topo. Ma première question, moi je suis complètement d'accord avec toi de séparer d'un côté les manifestations respiratoires et de l'autre côté l'activité de la vascularite quand on définit le terme rechute. Quand on dit ça aux Américains,
Les Américains nous disent c'est pas possible, on n'y arrive pas, ça marche pas. Qu'est-ce que tu leur réponds? Moi, je suis pneumologue, mais j'arrive à faire la différence entre un purpura vasculaire ou la nouvelle atteinte d'une mononévrite multiple et une exacerbation d'asthme. Je ne vois pas pourquoi on n'arriverait pas à faire la différence. Alors, on peut tout à fait les intégrer dans un score global et leur donner du poids en fonction du pronostic, etc. Mais méconnaître l'atteinte respiratoire dans le contrôle de la maladie, c'est méconnaître un pan important de la maladie qui occasionne des symptômes, qui occasionne une consommation de corticoïdes, et on a bien entendu ce matin tout ce qui est associé. Donc la façon de faire, je n'ai pas la réponse. Est-ce qu'il faut modifier le BIVAS? Est-ce qu'il faut avoir des scores différents? Benjamin disait, est-ce qu'il faut avoir le questionnaire pour l'asthme d'un côté, le questionnaire SNOT pour l'ORL de l'autre, et puis le BIVAS pour l'atteinte systémique? Peut-être, mais ça devient un petit peu lourd, et je conçois que pour une consultation, ça fasse beaucoup. Mais en tout cas, il ne faut pas méconnaître cette dimension-là qui est essentielle. Surtout, et je fais la transition, surtout maintenant qu'on peut la traiter beaucoup mieux qu'avant quand même. Et dernière question, le peak flow, on n'en parle plus, débit de pointe? Alors, le peak flow, si, on peut toujours l'utiliser. La meilleure utilisation du peak flow, en fait, c'est l'autosurveillance par le patient. C'est un patient qui a fait une éducation thérapeutique, qui connaît son asthme, qui connaît sa valeur de peak flow. Ça va l'aider de faire un peak flow de temps en temps quand il a un doute. Il se met à tousser. Est-ce que c'est un virus qui est passé? Est-ce que c'est l'asthme qui est moins bien contrôlé? Il fait un peak flow et il a rapidement une réponse. Si on a 2-3 jours avec un peak flow qui est nettement moins bon, on sait qu'il y a une exacerbation, qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc je pense qu'on en parle un petit peu moins parce que c'est rentré dans le suivi pneumologique. Il y a les écoles de l'asthme, il y a l'éducation thérapeutique. Puis effectivement, on l'a peut-être un petit peu laissé de côté. C'est un outil qui est simple et on a beaucoup de choses à gérer. Je pense que ce serait un tort, ça reste quelque chose d'utile. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Vincent? Bon. Merci. Merci beaucoup. On va accueillir Camille Taillé maintenant. En tout cas, avec Xavier, on est fan du test de contrôle de l'asthme. C'est 5 questions. C'est vraiment très court et ça vous dit quand même si votre asthme est mal contrôlé. Alors peut-être pas aussi bien qu'une spirométrie, mais pour l'interniste, c'est quand même utile. Idem pour le nez, quoi. Donc, Camille.